Bonjour à tous et bienvenue dans une entrevue lumière un petit peu particulier. Aujourd'hui, l'entrevue lumière est plus un reportage lumière. Mélanie et moi avons eu le grand privilège d'aller au lancement de 2 nouveaux livres par un auteur, Giulio Fioravanti, qui est aussi, avec sa conjointe, le propriétaire d'une boutique qui s'appelle Magiciel. Une super belle boutique ésotérique, bien-être, spiritualité, etc. C'est vraiment une très très belle boutique qui se trouve à Sainte-Thérèse, je crois. Et donc, ce soir-là, il nous a invités pour le lancement de 2 de ses nouveaux livres, La folie humaine et Haute magie. Et donc, Mélanie l'a interviewé pour une petite entrevue. Et ensuite, nous avons participé, nous avons capté sa conférence. Alors, bien sûr, j'ai fait des montages, des coupages, etc. parce que l'intégralité dure à peu près 2 heures. Pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est vraiment une très très belle conférence où on se pose énormément de questions, de réflexions sur soi-même, sur notre vie, sur ce que l'on fait sur cette planète. Bref, donc pour ceux qui veulent l'intégralité de ce reportage lumière, vous pourrez le trouver sur notre site web en rediffusion et sur notre page YouTube. Donc là, je vais vous laisser avec une petite interview et ensuite avec la conférence. Et j'interviendrai aussi éventuellement pour pouvoir apporter quelques informations et quelques précisions sur la conférence elle-même. C'est donc Entrevue Lumière avec Hervé et Mélanie sur Aimé Web Radio pour toujours plus d'amour. Et je vous laisse avec Mélanie. Bonjour, Mélanie Lachapelle de Aimé Web Radio. Je suis en compagnie de Giulio. Je vais te laisser nommer ton nom de famille. Fioravanti. Yeah. Puis on est ici aujourd'hui pour le lancement de tes livres. Écoute, présente-toi-nous un peu. Donc c'est le lancement de 2 livres que j'ai écrits pas en même temps, qui est La folie humaine. La folie humaine, je vous dis pas, j'aurais pu faire 2000 pages, mais je me suis contenté de 550 pages grosso modo. Et puis Haute magie. Et là, la haute magie, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on connaît de la magie, parce que bon, on a beaucoup parlé de magie, on parle encore beaucoup de magie, même sur Internet, il y a des gens qui vendent des rituels sur Internet, c'est pas ça du tout. OK. Non, c'est ça, c'est la haute magie, mais qui nous vient de très loin. Et je dirais de très loin dans le sens 200 000, 300 000 ans, quand l'homme vivait dans des grottes. Oh! Eh oui, ça commence là. Mais ça, toi, tu canalises, tu ressens... Non, je m'informe. Ah! Je m'informe. C'est-à-dire que, bon, moi, disons, l'occultisme, on appelle ça l'occultisme aujourd'hui, ça fait grosso modo 40 ans que je m'intéresse à ça. Et au début, comme simple profane, curieux, je voulais savoir ce qu'il y avait derrière le miroir. Bon. Et donc, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré beaucoup d'ouvrages, de livres, etc. Et puis, j'ai rencontré des gens qui appartenaient à des cercles fermés. Et là, j'ai appris plein de choses. Parce que je comprends pourquoi cercle fermé. J'en parlerai peut-être tout à l'heure des cercles fermés, parce que c'est pas bon pour tout le monde. C'est pas bon pour tout le monde. Et donc, j'ai œuvré pendant 40 ans là-dedans. J'ai fait des choses que je pensais pas que c'était possible de faire. Et l'invisible, il est là. Il n'est pas ailleurs. Il est là. Et donc, quand on arrive physiquement dans la matière à atteindre l'invisible, ben, il se passe un tas de choses. Quand je dis il se passe un tas de choses, rien de... Comme dans les films, rien à voir avec ça. C'est pas des trucs où on voit apparaître quelque chose qui sort. Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement qu'on se met en contact avec l'invisible. Et là, on peut avoir de l'information. On peut comprendre un petit peu, il y a 200 000 ans, qu'est-ce qu'il faisait. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, quand on comprend un petit peu que la spiritualité est né à ce moment-là, et que nous on appelait ça maintenant magie, mais ce n'était pas de la magie, c'est qu'ils comprenaient qu'il y avait autre chose que ce qu'ils voyaient, et les sorciers étaient à la base de ça, c'était eux qui créaient la spiritualité, parce que c'est eux qui apprenaient les gens autour d'eux à communiquer, à travers lui bien sûr, parce que bon, lui, et puis il transmettait tout ça de bouche à oreille. Il n'y a pas d'écrit dans les cavernes, on parle des trucs dans les murs. Et puis, c'était une transmission orale, mais il ne transmettait ça qu'à des personnes capables de comprendre, pas à tout le monde. Et donc, il y avait une transmission quasiment de 1 à 1, 1 à 1, 1 à 1, jusqu'à un certain temps, l'écriture. Et après, il y a eu un boom, si on peut dire, parce qu'on a compris que
la communication avec l'invisible permettait d'avoir du pouvoir. Et ça s'est transformé en pouvoir. Et aujourd'hui, pas celle qu'on voit sur Internet, mais aujourd'hui, la haute magie, c'est un pouvoir. Un pouvoir que certains utilisent pour eux, pas pour nous. Et donc, ils utilisent ça à travers des rituels. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je pense que Internet est bourré de détails de ça. Et donc, si on comprend tout ça, c'est revenir à soi et utiliser l'haute magie pour soi-même, pas pour le pouvoir, pour dominer, pour envoyer des sorts, c'est pour soi-même. La haute magie, c'est du développement personnel primitif. Primitif, qui nous vient de 200 000 ans. C'est là devient toute sa puissance de ce que tu nous partages, mon cher. Oui, Moi, tu viens merci. de m'allumer bien raide, là. Oui. Wow! C'est ça, et je vais dire que j'ai mis du temps à comprendre, hein, parce que j'ai mis 40 ans, donc je suis un peu lent, vous me direz, oui d'accord. Oui, c'est ça. Je suis toute seule de l'autre Voilà. côté, puis... Oui, je suis un peu lent, tu me diras, hein, mais non. au début, on découvre ça, on est excité comme des apprentis, hein, on a l'impression qu'on a tout découvert, et plus tu avances, plus tu te rends compte que tu n'as rien découvert, et tu n'as rien découvert, et tu n'as rien découvert. Tu dis, mais c'est l'univers, je n'ai pas découvert l'univers encore, mais c'est fabuleux. Ouais. C'est que moi, petit homme, petit humain, si je puis dire, eh ben, je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être connecté. Oui. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend. Hein, on peut méditer, oui, d'accord, mais c'est bien plus que ça. Ah, oui. Les Indiens d'Amérique du Sud, d'Amazonie, là, ils sont connectés. Et croyez-moi, ils savent ni lire ni écrire. C'est ça. Et pourtant, ils sont connectés Ouais. à la nature. Ben- Ils connaissent les plantes, ça leur parle. Ils communiquent avec les esprits. Oui. Puis au fil du temps, Ouais. de la vie qui a avancé, je pense que tout ça, ça s'est vraiment perdu. Mais qu'il y a- On a tout oublié. C'est ça. On a tout oublié. Mais il y avait juste ça à la base. Fait qu'il- On a c'était- tout oublié et on a remplacé. Wow, On a c'est ça. remplacé. Ouais. Développement personnel, des bouquins, il y en a des milliers, Ouais. mais eux, ils ont tout compris. Ils n'ont pas besoin de développement personnel. Non. C'est un peu comme si on apprenait le développement personnel à une biche. OK. Elle va te regarder, elle va dire, tu sais quoi que tu me veux avec ça? Moi, je vis tout simplement. Alors, j'ai pas besoin de savoir ce que je dois faire pour vivre. Mais c'est ça. Wow. Et pour que nous, les humains, il faut lire, développement personnel, il faut Ouais. faire des exercices. C'est la vie, tout simplement. Vivre. Ouais, en C'est ça la connect- magie ouais. de la vie. Ouais. C'est vivre. Puis reconnecter avec ce Mais- qui est là, l'essentiel, qui est fourni sur la planète aussi. Oui, tu sais. oui. Et je dirais que là, on prend respect. Et c'est pour ça que la folie humaine va bien avec ça, parce que la folie humaine, c'est tout ce qu'on a oublié. Et du coup, il n'y a plus rien qui est sacré. Et du coup, tout est à nous. Hein. On fait ce qu'on veut, on détruit, on creuse. Ici, on fait des villes. Je donne à manger des écureuils là derrière. Ouais. Et je veux dire que les pauvres écureuils, on est chez eux. Ouais, On est chez eux. C'est bon. Alors, ils viennent dans les poubelles. Ben oui, mais on est chez eux. c'est ça. Alors, je donne des cacahuètes. Bonjour. Je donne des cacahuètes. Et on me dit, mais tu ne peux pas donner à manger aux écureuils. Et je dis, pardon? Pourquoi? Ben, ça se fait pas, après ils vont revenir. Ben oui, mais attends, on est chez eux. Les pauvres, c'est ça. ils fouillent dans les poubelles, peut-être donner On quelques peut-tu cacahuètes. partager c'est avec, ça, quand même, c'est ça. ouais. Et Oh, ça permet, je veux dire, de comprendre qu'on s'est détaché, on a oublié, et que simplement on peut revenir. Simplement. Et bon, il y a quand même 500 pages, là, le route de magie, parce que là-dedans, je donne des exercices OK. tout simples, qui n'ont rien à voir par rapport à des exercices compliqués de méditation et tout ça. C'est des exercices tout simples, de reconnexion d'abord à soi-même, et puis on se reconnecte avec l'autre, avec ma plante. Quelqu'un m'a dit, tu as une très belle plante, là, oui, Ouais. en effet. Et aujourd'hui, elle m'a fait 9 fleurs blanches. Wow. Elle a fait ça sans doute pour le lancement, je rigole, hein, Mais oui. mais je lui parle tous les matins. C'est ça. Tous les matins, j'arrive, je mets mes mains sur une feuille principale et on échange. On échange. Quoi? Ça n'a pas d'importance, on échange. Ouais. Eh bien, regardez, elle explose de fleurs blanches aujourd'hui. On regarde, hein, il y a plein de fleurs blanches là. Et puis voilà. Et dans un environnement peut-être pas qui est le sien, mais il y a un environnement d'amour Ouais, entre c'est elle et ça, moi. elle le sent. C'est Elle me le important. redonne, moi je donne. Et voilà, c'est ça. Oh. C'est quand même fabuleux. C'est ça. fabuleux. Alors, je me dis peut-être bien que je rêve. Ben non, je rêve pas. Je la bois, je la regarde, elle est là. On le voit aussi. On le Oui, voit voilà, aussi, c'est tu l'as ça, c'est ça, vécu, c'est ça, tu sais. c'est ça. Giulio, je vois que tes invités commencent à Oui, arriver. oui, Est-ce oui. que je veux... On te se laisse- reprend- on se reprend- on se on se reprend après. continue Oui, tantôt. avec plaisir. Moi, je vais rester là puis je vais garder des bouts. Avec plaisir, Merci, avec plaisir. merci de Merci nous à vous, accueillir. Merci à vous, merci. Voilà. À la suite de cette petite entrevue,
Donc, nous nous sommes installés pour pouvoir, avec les invités, pour pouvoir donc participer à la conférence. Alors, au début, il s'est présenté, qui il était, comment il en est arrivé à l'écriture. Sachez que nous avons fait un article aussi où vous aurez une mini-biographie. J'ai essayé de condenser au maximum l'histoire de son vécu et de tout ce qu'il a appris, ses études, sa vie professionnelle, etc. Et puis ensuite, il va rentrer plus ou moins en détail et nous expliquer le pourquoi du comment de ces 2 livres, La folie humaine et La haute magie. Alors, je vais essayer de porter la voix. Donc, ce soir, je vais vous présenter mes 2 derniers nés, si on peut dire. Alors, qui est la folie humaine et puis haute magie. Donc, 2 livres et c'est quelque part une seule traversée, comme je dis. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il ne va pas sans l'autre, et je veux dire que presque, il faut commencer par le premier pour comprendre pourquoi l'autre. Et c'est qui Sinon, le premier? Comment? Lequel Le est le premier, c'est la folie humaine. La folie humaine, c'est le premier ouvrage qui va dans l'ordre. Et bon, la folie humaine, je pense que ça parle un petit peu, ça vous parle un peu, ça, la folie humaine? Non, Ah ouais, bon. un peu. Dans le sens que je pense que quand on regarde notre société aujourd'hui, et le bouquin ne regarde pas que notre société aujourd'hui, il regarde le passé aussi, parce qu'on n'est pas fou qu'aujourd'hui, on était fou déjà dans le passé. Plutôt, non, c'est les assiettes qui l'intéressent. Non, c'est ça, c'est juste que le pico, il est malade, faut pas rien lui donner. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Et donc, voilà, je vais y aller. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi pour commencer, parce que qui suis-je? On me me connaissez tous plus ou moins, mais d'où je viens, etc. Et qu'est-ce qui peut m'inspirer à écrire des livres comme ça? J'ai marqué d'un enfant pris entre douleur à un veilleur humain. Non, c'est bien. Hein? Alors, douleur, relativisée, il y a des gens qui souffrent réellement. Moi, j'ai pas trop souffert, ça va bien. Des fessées de temps en temps. Qui n'a pas eu de fessée ici? Non, ça va, ok. Et donc, j'ai parlé de mon grand-père tout à l'heure et c'est intéressant parce que si j'ai connu mon grand-père d'abord, c'est grâce à lui, mais grâce aussi, comment je veux dire, à sa rigueur. Et c'est pas le mot sa rigueur, disons comment je veux dire, les règles de vie, mais naturelles. C'est pas des règles de vie qu'on apprend, tu fais ci, tu fais pas ça, etc. C'est pas ça du tout. Il a eu 3 enfants, dont mon père, et mon père, la montagne, ras-le-bol. C'était trop dur. En effet, j'expliquais, c'est dur la montagne. Et donc, il a pensé sortir de son village, sortir de la montagne. Et il est allé en Belgique. Donc, il part d'Italie pour aller en Belgique. Il devait venir au Canada normalement. Mais la Belgique a répondu premier. Bon, bref. Et donc, il a eu la bonne idée de travailler dans des mines de charbon. Puis, vous savez, après le travail de mine, c'est un peu difficile. On va prendre un verre. Bon, et il y a les bars à mineurs, on appelle ça, les bars à mineurs. Et là, il y a des personnes qui soulagent un petit peu leur souffrance, si je puis dire. Et mon père a rencontré ma mère dans ce bar à mineurs. Ma mère, c'est une Belge et qui vivait des moments très difficiles à l'époque, parce qu'elle était mariée avec son mari qui, lui, était mineur aussi, alcoolo. Et donc, quand il sortait de la mine, c'était pour aller boire. Et donc, elle allait voir où il était. Et en fin de compte, c'est là qu'elle a rencontré mon père, et mon père était un bel homme. Et donc, ma mère était une belle femme aussi, et donc ils ont trouvé que c'était cute tous les 2. Et donc, ils se sont rencontrés, et ma mère est tombée enceinte, alors qu'elle était mariée. Et donc, mon père, sachant qu'elle était enceinte, il a pris peur, et il est retourné en Italie. Il dit, oh, je retourne en Italie. Mais mon père n'a jamais, comment je veux dire, ma mère était sans doute une belle femme, mais je ne pense pas qu'il y avait de l'amour entre les 2. Mais mon père se sentait obligé, parce que son père lui a dit. Et donc, il a essayé de vivre avec ma mère, et ça n'a pas été une grande réussite. Il est parti 20 fois, sur 20 ans. Pour mon père et pour ma mère, je pense que j'étais un objet de trop. Je veux dire par là que mon père piquait des colères, et des colères très violentes. Et je crois que j'étais son souffre-douleur, j'étais en fin de compte le fruit de sa souffrance, parce qu'il a écouté mon père, son père plutôt, et donc il essayait de faire au mieux, mais ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait faire. Et ma mère, quelque part, elle aussi regrettait, parce qu'elle était aussi dans la merde, et donc j'étais le souffre-douleur. Bref, ça c'était un petit peu mon enfance.
Mais, je dois dire, j'en ai pas gardé grand-chose. Merci pour moi. J'étais bien content de sortir de là quand j'ai pu sortir de là. Et puis, je veux dire que j'étais toujours intéressé par le côté occulte des choses, le côté mystérieux. Et j'ai eu la chance, c'est que j'ai été guidé, entre guillemets, par un vieux monsieur qui était dans une bibliothèque de village. Et j'arrive là-bas et moi je lisais Tintin à l'époque, hein, donc vous pouvez dire Tintin et Bob Moran. Ah, quand même, Bob Moran, vous connaissez Bob Moran, hein, c'est bien. Bon. Et donc j'arrive là et puis je dis, ben, je voudrais un livre. Il me dit, quel genre de livre? Je ne sais pas, un livre, quelque chose qui me donne, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir. Et il m'a donné un bouquin, Eliphas Lévy, c'est Rituel de haute magie. Gros bouquin, j'ai dévoré. Et ça a été ma passion. Ça a été ma passion. Je me suis lancé dedans, j'ai dévoré ça. Est-ce que c'est parce que je voulais peut-être échapper au monde dans lequel j'étais, je voulais partir ailleurs? C'est possible, je m'en fous. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Donc voilà. Et après, j'ai fait quand même des études en sciences sociales. J'ai fait mes études donc en sociologie, doctrine sociale, psychologie industrielle, etc. J'ai découvert tout un monde. Je me dis, mais comment ça se fait que je ne me suis jamais rendu compte que je vivais là-dedans? Putain. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui arrive en commis, qui me dit, toi, je te verrais bien faire du théâtre. Je dis, ça va, toi, j'aime pas le théâtre. Je vais jamais au théâtre. Je trouve ça ridicule. Ah, et pourtant. Et chaque fois qu'il me voyait, il me disait chaque fois la même chose. La dernière fois, je lui ai dit, écoute, Salvatore, tu vas arrêter parce que je vais t'éviter. C'est un Italien, donc on sympathisait, mais au bout d'un moment, lâche-moi. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu arrêtes de me parler parce que moi, ça ne marche pas. Il me dit, écoute, je veux bien, à une seule condition. Oui, laquelle? Viens me voir répéter une fois et puis je te fous la paix. Et j'étais le voir répéter. Et je suis resté 12 ans dans le théâtre. J'ai eu un théâtre à moi en Belgique, petit, 100 places, et puis un théâtre à Paris, 100 places aussi, et une école de formation. Et puis j'ai arrêté pour différentes raisons, etc. Mais donc, voilà un petit peu mon parcours jusque-là. Puis on a eu 9 magasins bijouterie fantaisie à Paris. C'était intéressant financièrement, mais qu'est-ce que je me suis emmerdé? Parce que ça ne correspondait pas à ce que je voyais. Alors, le soir, j'allais dans des cercles ouverts au début, puis fermés par ensuite, qui justement parlaient de spiritualité. On parlait d'occultisme, on parlait d'ésotérisme. Là, j'ai découvert tout un monde aussi, et j'ai été foncé dedans à pieds joints. Et là, j'ai un peu exagéré, parce que j'avais 3-4 soirs par semaine. 3-4 soirs par semaine. Quand je dis soir, c'est de 7h à 2h du matin quand même. Donc vous voyez, c'est pas 7h, 9h. Là. Bon. C'était pour moi une découverte de tout ce monde, de cette spiritualité, de la philosophie de vie, etc. Je dis, waouh. Et donc après, on est venu au Canada. Parce qu'on m'avait dit, c'est bien le Québec. Alors je suis venu au Québec. Pendant un an, j'ai rien fait, grosso modo, parce qu'on a un peu d'argent. Et puis, je suis arrivé un peu au magnétisme par la rencontre d'un ami qui est venu de France, un photographe de réputation internationale. Et donc, on était dans le même cercle en France. Et puis, il me dit, tu sais, Giulio, mon mal de dos. Je dis, ouais. J'étais voir une magnétiseuse. Ouais, et 3 soins terminés. Et moi, tout d'un coup, pong. Je dis, mais ça fait un paquet d'années que je m'intéresse aux énergies, au magnétisme. Comment ça se fait que je n'ai jamais pensé au côté thérapeutique? Hein? Je dis, peut-être bien que je ne suis pas capable, c'est parce que tu t'es intéressé à quelque chose que tu es capable. J'ouvre mon cabinet sur la rue Saint-Laurent, et là, j'ai 2 clients par semaine. Je me dis, la connerie que je viens de faire, ça va être dur. Et là, vous avez connu Marcel Béliveau, je suppose. Oui. Hein, bon. Il vient me voir en soins, et là, il a mal au dos, il a vu ramancheur, ostéo, physio, etc. Il a douleur qui ne passe pas. Il vient me voir, il s'installe sur la table. Il se lève, il n'a plus mal. Il me dit, ça fait des semaines que j'avais mal, je n'ai plus mal. Et il dit à sa femme, j'ai plus mal. Mais moi, quand j'ai fini mon traitement, j'ai eu un choc électrique sur mon majeur, comme si on m'avait tapé un coup de marteau dessus. Et je tiens mon doigt comme ça, et je dis, c'est bien, vous avez plus mal, mais moi j'ai mal. Il dit, comment ça? J'ai eu un choc électrique sur une vertèbre. Est-ce que vous avez passé une radio? Non, il dit, non. Demandez à votre médecin de passer une radio. Il dit, pourquoi? Passer une radio. Il va voir son médecin, et en effet, il a une tumeur osseuse, là où j'ai eu mal, métastase au foie, métastase au poumon.
Alors il me dit, tu peux faire quelque chose? Et je dis, écoute, Marcel, moi je m'appelle Giulio, pas Jésus. Hein? On va être clair. Alors je dis, ben, écoute, on va faire ce qu'on peut. Et il est venu uniquement pour la douleur jusqu'à 15 jours avant sa mort. Et quand il venait, il me dit, écoute, je viens te voir, parce que quand je viens te voir, pendant 4-5 jours, j'ai plus mal et je suis lucide. Si je prends la morphine, je dois en prendre tellement que je suis complètement pété. Il me fait 3 articles dans Planète Québec. Je passe de 2 clients à 50 clients semaine. Wow. Je travaille 7 jours sur 7, de 8 heures du matin à 10 heures du soir. J'en peux plus, au bout de 6 mois, j'en peux plus. Je dis, bon, ça va plus. Et j'ai ralenti, mais ça m'a lancé. Voilà. Comme quoi, parfois, quand on est sur son X, comme on dit, ben, on dirait que ça s'arrange. Bon, bref, donc voilà. Et donc après, j'ai continué, j'ai essayé d'ouvrir mon centre à Boston, mais je ne vais pas vous expliquer tout ça parce que c'est compliqué. Et en 2017, j'ai commencé à écrire mon premier livre qui s'appelait « Et si je m'occupais de moi ?» Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel. Généralement, on s'occupe beaucoup des autres. Mais on ne s'occupe pas beaucoup de soi, on croit que c'est naturel de ne pas s'occuper de soi, on a des enfants, on s'occupe des enfants. Oui, mais la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Pourquoi? Généralement, les gens disent parce que si je ne suis pas bien avec moi, je ne suis pas bien avec les autres. Ce n'est pas ça du tout. C'est comme elle vient de dire, c'est que depuis votre naissance jusqu'à votre mort, qui est avec vous? C'est nous. Qui est avec vous? Les parents, les enfants, les cousins, cousines, non, ils vont passer. Mais moi, avec moi, du début à la fin, je suis là. Donc, je suis par nature la personne la plus importante de ma vie. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc, ce qui veut dire quoi? Ben, d'abord, je vais m'occuper de moi. Et s'occuper de moi, s'occuper de soi, ça veut dire quoi? Ben, peut-être déjà enlever tout ce qu'on nous a mis dans la tête, qui ne sont peut-être pas ce qu'il faut. Ce que mes parents m'ont mis dans la tête, je ne sais pas d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Mais je veux dire, c'est qu'on est pris par l'éducation, par une façon de vivre. Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que je suis heureux? Si je ne suis pas, c'est peut-être qu'il y a un problème. Je vois beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, notamment avec le centre à côté, des jeunes qui sont perdus. Alors c'est la drogue, c'est l'alcool. Ils essaient de s'en sortir, mais ils n'ont pas d'outils pour s'en sortir. Et je veux dire, pas d'outils, alors bien sûr, il y a des psys, c'est parfait les psys, mais ils n'ont pas les outils. Donc j'ai écrit ce bouquin-là parce qu'à partir de moi, parce que moi aussi, quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, j'ai essayé, moi, de m'en sortir aussi. Et je me dis, mais comment je fais pour me sortir de mon œuf? Qu'à de dire? Comment je fais pour casser la coquille et sortir de mon œuf? Et c'est là que petit à petit, j'ai mis au point ce que j'appelle le protocole de l'amour de soi. C'est pas tout, c'est pas grave, mais ça marche. Pour me générer ce que j'appelle des hormones de croissance. Dopamine, ocytocine, endorphine, etc. Pourquoi? Parce que quand j'ai ça, je suis bien. Non seulement je suis bien, mais mon système nerveux autonome, le système parasympathique, il est bien aussi. Et lui me permet que mon corps fonctionne à 100% bien. Si maintenant je ne prends pas attention à ça, c'est le sympathique qui fonctionne. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle sympathique d'ailleurs. Et lui, en fin de compte, il arrête le système immunitaire parce qu'il y a un ours qui va arriver. L'ours, il est là, mais lui, il ne sait pas. Et donc, il va commencer à me paniquer et me produire des hormones de défense, adrénaline, cortisol. Et vous savez que ces deux hormones-là sont les principales causes des cancers, par exemple. Tous les cancers se développent en milieu acide. Donc, si on produit ça sans le savoir, ben, on favorise. Il y a l'épigénétique, je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon on n'en sortira pas, je vais essayer d'avancer un peu là-dessus. Il y a l'épigénétique aussi qui remonte jusqu'à 14 générations en arrière. Ça veut dire que s'il y a 12 générations, j'ai un ancêtre qui a eu un trauma, c'est imprimé dans l'ADN. Je suis peut-être porteur de ce trauma aujourd'hui et grâce à mon adrénaline et mon cortisol, je vais pouvoir s'exprimer. Et pas que je développe un cancer. J'en ai écrit d'autres après. J'ai ma correctrice en chef qui est là d'ailleurs, qui corrige tous mes bouquins. J'ai écrit, le suivant c'était Et Adam fit à son image. La grande illusion. Ah oui, la grande illusion. Pourquoi? Ben, ça, ce que je fais aujourd'hui avec vous, et ce que vous faites avec moi, c'est de la connexion. De la vraie connexion. On est là, on échange, l'énergie se change. Ça, c'est être connecté. Aujourd'hui, la connexion, c'est « Comment ça va? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? » C'est ça. On est tout seul derrière son écran. Alors, bien sûr, j'ai parlé avec quelqu'un qui se trouve dans le fin fond de l'Antarctique, là, qui est aussi connecté, et je sais qu'il est là. Ouais, et alors? C'est ça la connexion?
Et donc, j'ai écrit ça, La Grande Illusion, parce qu'on est connecté, mais on est tout seul. Et j'explique des cas, etc. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, il y a eu quoi, Catherine? Oui, après, j'étais là avant les vagues. Ah oui, j'étais là avant les vagues. Alors, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce que sinon, on ne va pas sortir avec lui. C'est que, qui connaît Dolores Cannon ici? Ah, parfait, oui, super. Bon. Dolores Cannon, c'est une hypnologue américaine qui a fait de l'hypnose de régression. Et elle est allée très loin et elle a fini par découvrir qu'il y a eu des vagues d'humains qui sont venus apporter quelque chose au niveau terrestre. Et je tombe dessus, je trouve ça intéressant. Je me dis, bon, puis elle explique qu'il y a eu 3 vagues, mais on appartient à une seule vague. Et donc, j'écoute ça, je lis ça, et puis il y a des tests pour voir si on appartient à une vague. Je suis curieux, je fais le test. J'appartiens à la première vague. Ah, tiens, intéressant. Puis je suis curieux, mais est-ce que je fais l'exercice pour le deuxième? Je fais le deuxième, je suis dedans aussi. Je dis, attends, ça ne marche pas son truc. Je fais le troisième, je suis dedans. Bon, laisse tomber dans l'escalade, merci, ça m'intéresse pas. Mais là, je tombe sur Winston Churchill, vous connaissez Winston Churchill? Ah oui. Qui écrit si tu veux aller loin devant, il faut regarder loin derrière. Tout d'un coup, je me dis ah, mais c'est pas par là qu'il faut que je regarde, peut-être par là. Et quand j'ai eu cette pensée-là, ben, le bouquin est arrivé. J'explique pas tout parce que sinon, c'est pas de lui qu'on va parler. Voilà. Et donc, je l'ai écrit et je l'ai écrit en 10 jours. Ça, c'est pas normal. Parce que l'autre, il m'a fallu 5 mois aussi, 10 jours. Et puis, je l'ai donné à Catherine. Et puis, elle me dit tu l'as écrit pour moi? Non. Je le donne à Sarah. Il me dit aussi tu l'as écrit pour moi? Je dis non. Et puis, je l'ai lu. Il est écrit pour moi aussi. Voilà. Et puis, les personnes qui l'achètent reviennent me dire, il y a quelqu'un qui est venu hier qui me dit, j'ai lu les 20 premières pages, c'était moi. Oh. C'est drôle. Parce que je dis, ah bon? Ok. Et d'autres, à la page 107, vous parlez de moi. Hein. Je ne vous connais pas. Je ne peux pas pouvoir parler de vous. Voilà, bon, bref. Et donc, après, est arrivée la folie humaine. Pourquoi? Parce que quand je regarde notre société, je trouve que il y a des sujets d'amélioration quand même. Hein. C'est pas le paradis ici. Ça serait le fun, mais c'est pas le paradis. Et au contraire, je trouve que quand on creuse un petit peu dans l'histoire de l'humanité, on ne s'est pas amélioré avec le temps. Hein. On ne s'est pas bonifié. Au contraire, on est devenu pire. Et beaucoup de choses, on s'est habitué. Hein. La violence, les génocides, les meurtres. Oui, bien sûr, sur le coup, on y pense. Ah, c'est pas bien. Puis, c'est quoi qu'on mange aujourd'hui? Hein. Bon, voilà. Hein, c'est ça. Et donc, j'ai écrit ça. J'ai fouillé parce que je cherche. Il y a des choses que je savais déjà, c'était facile, mais d'autres j'ai cherché. Et puis, j'ai donné le bouquin à Catherine. Et puis, Catherine, pendant 3 jours, elle n'a pas dormi. Et donc, j'étais embarrassé. Je dis, mais je ne peux pas mettre ça en vente. Si les gens ne dorment pas, c'est parce que je veux. Et donc, j'avais écrit la haute magie déjà auparavant, mais je voulais attendre avant de le lancer. Et la haute magie, c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, ça n'a rien à voir par rapport à la magie. Même si ça s'appelle comme ça, ce n'est pas la magie telle qu'on l'entend, telle qu'on connaît aujourd'hui. La haute magie est née dans les grottes. Les grottes, il y a 200 000 ans, peut-être 300 000 ou 500 000, je ne sais pas, dans les grottes. Les sorciers. Les sorciers ont commencé à se connecter à l'invisible. Pas le chasseur-cueilleur, là, lui, on essaie d'avoir le bison pour après, là, ou le mammouth, je ne sais pas si c'est vrai. Bon. Mais le sorcier était la mémoire de la tribu et celui qui contactait les êtres dans l'invisible. Alors, ils appellent ça n'importe comment, qui faisait des rituels de soins, il travaillait les plantes. Donc, il commençait à connaître la valeur du cœur de la plante. Parce qu'il faut le savoir quand même. Hein, moi, si je vais dans le bois que je mange des plantes, je vais crever, moi, hein, parce que je risque de manger n'importe quoi. Pas eux. Ils ont réussi à créer un savoir avec l'invisible, parce que je ne sais pas si la plante parlait, parce que moi j'ai une plante là-bas, je lui parle, mais elle me répond parce qu'elle est belle, mais à l'oreille, je n'entends pas grand-chose. Et eux, ils ont réussi. Donc, la haute magie vient de là, de l'essence du début de la spiritualité. Et quand on comprend ça, les sorciers ont transmis un système de vie qui a été oublié parce qu'on n'est plus du tout dans le sacré aujourd'hui, c'est que la vie est sacrée. Et il y a eu
des philosophes comme Spinoza, quand on parlait aussi Dieu est partout, que les gens n'ont pas toujours compris. Et en effet, Dieu est partout. Mais quand on comprend ça, si Dieu est partout, on arrête la destruction, là. On détruit, on creuse, on tue. Les chasseurs de baleines, les Japonais, qui massacrent des baleines à tout. Attends, pourquoi faire tout ça? Est-ce que c'est ça la vie? On a besoin de massacrer? Est-ce qu'on a besoin de s'installer? Je vois des canards sur le parking de Walmart. Vous voyez les canards qui viennent de... ils étaient là avant nous, là. Ah, on s'en fout, on va construire le Walmart, là. Et les canards, ils viennent à leur endroit, les pauvres. Parce qu'ils connaissent ça. Et puis, tu vois des canards qui sont écrabouillés parfois. Je dis, mais on n'a rien compris. On a tout oublié. Le sacré, le respect de la vie. Non. Les Indiens d'Amazonie, qui vivent dans l'Amazonie, ils connaissent la jungle, les dangers, ils connaissent tout, ils sont pieds nus, ils n'ont pas besoin d'être habillés comme des soldats avec un casque pour protéger un bazooka. Ils vivent, ils sont dans la vie. Ils vivent avec la vie, ils sont dans la vie. Les animaux vivent dans la vie, mais par contre on est chez eux, c'est le problème. Et voilà. Et donc, c'est ça qu'il y a là-dedans. C'est que j'essaie de reprendre la tradition ancienne. Bien sûr, je fais référence à des auteurs connus, parce que il y a des auteurs comme Eliphas Lévi. Je ne sais pas qui connaît Eliphas Lévi, l'abbé Constant, personne. Bon, c'est un abbé, mais qui, dans la tradition, est allé chercher ce que les anciens avaient. Il y a des gens aussi comme Franz Bardon. Qui connaît Franz Bardon? Oui, ok. Pour toi. Voilà. C'est aussi Franz Bardon est un docteur du XXe siècle, docteur en médecine, qui a écrit des livres et qui explique comment est-ce qu'on peut soi-même se mettre en état pour communiquer avec l'invisible. Ce n'est pas une question de faire des rituels et appeler Alibaba ou je ne sais pas qui, ou telle entité. C'est comment est-ce que je vis connecté à la vie. Voilà. Et donc c'est ça qui parle ce bouquin, parce que je trouve que c'est le remède à l'autre, puisqu'on est complètement perdu avec ça, et je veux dire que... Ben loin de là, c'est vraiment pas ennuyant. Merci. C'est très intéressant. Merci. Donc là, je vais passer moi, M. Lefebvre, j'en ai parlé, comprendre les systèmes humains, l'humain mis à nu sur scène, oui. Et je veux dire que j'ai beaucoup appris avec le théâtre sur l'humain. J'ai aimé les classiques. Et quand on voit comment des auteurs comme Molière connaissent la psychologie humaine, comment est-ce qu'ils sont, c'est de la dentelle. Et j'ai eu beaucoup de plaisir parce que je me dis pourquoi il dit ça, pourquoi il répond ça. Et j'essaie de comprendre. Et puis, il y a des involtures. Le misanthrope, par exemple, qui lui est un personnage il est misanthrope, il n'aime pas le monde parce que tout le monde est faux. Il avait raison. Et puis on voit Philinte. Oui. On voit Philinte qui lui le prend un peu plus léger. Il dit, ne rentre pas comme ça, sinon tu vas devenir fou. Des personnages comme, des auteurs comme Racine, comme Corneille, c'est fabuleux ce qu'ils écrivent. Si vous prenez le temps d'analyser les personnages, comment est-ce qu'ils les ont écrits, c'est de la dentelle. Shakespeare, il est fabuleux, Shakespeare aussi. Et je veux dire, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a été aussi prolixe, parce qu'il a écrit, il n'arrête pas. Mais c'est de l'écriture intelligente. C'est rien à voir par rapport à une légèreté. Tous les personnages sont brillants. Quand je dis brillants, c'est pas qu'ils sont beaux. Peuvent être très laids, mais capables d'aller aussi loin dans la psychologie, de connaître l'espèce humaine vraiment de façon très approfondie. Bon, bref, donc ça m'a appris beaucoup de choses. Heureusement que je suis passé par là. 12 ans de scène et d'école, c'est ça. Bon, on reprend. Alors, oui, j'ai écrit depuis 2015, je vous ai dit. Pourquoi j'écris ces livres? Parce qu'il ne suffit pas de sentir que quelque chose ne va pas. En effet, ça fait longtemps que je sens que ça ne va pas, du point de vue de l'humanité, et ce n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire pour ça que je suis un éveillé, pas parce que je comprends que je suis un éveillé. C'est qu'est-ce qui va changer dans ma vie. Là, ça peut être intéressant. Parce que peut-être bien que ce que je vais changer dans ma vie, la vibration, sans vouloir expliquer ce qui change dans ma vie, les gens vont dire, tiens, je sens bien quand je le vois, je suis content quand je le vois. Déjà ça, c'est un petit point. Parce que peut-être bien qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie pour être bien comme ça? Alors, c'est pas une question que je suis bien heureux, tout va bien, mais comment est-ce que je prends la vie? Et, comme je vous disais, la folie humaine, c'est bien, mais si c'est un bouquin de plus qui explique la folie humaine, il y en a d'autres qui vont écrire avant moi, ça ne sert à rien.
Je me dis, il faut donner, ok, voilà pourquoi on est fou, mais voilà comment on peut s'en sortir. Alors, bien sûr, s'en sortir comme moi je le pense, hein, je suis pas, c'est pas universel. Mais quoique, je me dis, si on peut comprendre ce qu'il y a dans la haute magie et l'appliquer à soi-même, alors c'est pas on va faire disparaître, ou faire apparaître un lapin dans un chapeau, hein, ça, oubliez ça, ça marche pas. Ou quelque chose qui va faire que je vais changer tout d'un coup. Je trouve que les gens sont pas assez éveillés, je vais les éveiller. Non, c'est pas ça du tout. C'est d'abord soi-même, et puis voir c'est quoi les couches qui font que je suis moi. C'est quoi tout ça? Alors, c'est pas que devenir se modeler un modèle, c'est d'être soi-même comme un animal peut l'être. Et si je pouvais être humain, simplement humain, ça m'intéresse. Vous voyez? Diagnostic le passage, la folie humaine regarde l'effondrement, la haute magie cherche l'axe. Donc le premier livre descend dans les mécanismes qui ont coupé l'humain du vivant. Je trouve qu'on a été coupé du vivant. Les animaux sont dans la vie, nous on n'est pas dans la vie. Donc est-ce qu'on peut... Alors c'est sûr que certains vont dire, ouais, il délire le gars, hein, parce que regarde, on est capable de construire des maisons, les animaux, ben, et puis, ça fait 1000 ans ou 10 000 ans qu'ils font le même nid. Oui alors. Ce soir, je ne vais pas tout vous raconter, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. À quel moment avons-nous commencé à appeler progrès tout ce qui nous éloigne du vivant? Hein, on aime le progrès. Hein, la technologie, qu'est-ce qu'on est fou en technologie? Regardez ce qu'on fait, c'est fabuleux. Hein, on ne s'est pas volé pour prendre des avions, c'est fabuleux. Donc la folie humaine, c'est un regard au fer rouge sur la normalité. En effet, tout est devenu normal. La violence est devenue normale. Les infos, ils ont encore massacré un tel, c'est normal. Avertissement, ceci n'est pas un livre, c'est un réveil. Oui, c'est pas un livre parce que c'est pas un livre pour comme on lit un roman. Disons que ce que je souhaite que ce livre fasse, c'est vous êtes tous au courant de ce qui se passe, mais est-ce que vous êtes bien là-dedans? Quand vous allez lire ça, est-ce que je me sens bien en tant qu'humain ici? Alors, il n'amènera pas de révolution, mais je crois beaucoup à l'énergie. Je crois à l'égrégore. L'égrégore. C'est quoi que mon énergie que j'ai aujourd'hui peut participer à quelque chose qui fait que, vous savez, je rêve un peu, mais c'est pas grave. On parle aujourd'hui de ça. Vous allez partir d'ici. Si vous partez avec ne plus qu'une réflexion, dire est-ce que je pense assez à la vie qui m'entoure? Est-ce que peut-être quand je croise un animal écrasé sur la route, est-ce que c'est ça que je veux? Ben rien que votre pensée, avec d'autres pensées, ça peut amener les gens à dire non, ça ne se passe pas comme ça. Je prends en Suède, en Suisse, ils créent des tunnels sous les autoroutes pour que les animaux puissent passer. Des tunnels pour que les animaux puissent passer. Je me dis, c'est génial. Et les gens qui ont fait ça, qui ont creusé ça, il y a une conscience là-dedans. Donc c'est une conscience qui est petite, mais qui se développe. Donc si moi aussi j'y pense, peut-être bien que ça va faire en sorte que la conscience collective va se modifier et qu'on sera moins insensible à ce qui se passe et qu'on soit plus responsable. Responsable, ça veut dire quelque part, même si c'est pas moi qui ai écrasé le lapin, je suis responsable du fait qu'il n'a pas pu traverser la route sans se faire écraser. Peut-être. Nous avons fini par trouver confortable, inacceptable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que, est-ce que c'est normal la façon dont on vit? Non. Des esclaves en cage, qui travaillent 8 heures par jour, qui rentrent le soir, qui font des enfants, qui payent une maison pendant 20 ans. C'est ça la vie? Est-ce que... Alors, on trouve ça normal, hein, parce que je vous dis c'est comme ça. Mais est-ce que c'est ça la vie? Les Indiens d'Amazonie, ils ne payent pas de facture, ils ne payent pas de prêts, d'intérêts. Pas d'impôts. Pas d'impôts, et ils vivent très bien. Ils vivent très bien. Et ils ont plein de choses à nous apprendre, que nous, on a un peu oublié. Hein. On va passer une semaine de vacances là-bas, on dit, ah, on va revenir, t'as vu, j'ai passé une semaine de vacances là-bas. Attends, c'est quoi le truc là? C'est ça. On a passé des vacances, eux, ils vivent. Ils vivent. Donc nous, on vit, on a accepté notre mode de vie. On a accepté notre mode de vie. C'est ça la vie. Hein, c'est comme ça qu'on vit dans les pays civilisés. L'humain a réinventé la création. Parce que la création, il suffit de regarder autour de nous. On peut regarder les animaux, comment ils vivent.
Eux, ils vivent encore comme la création les a créés, mais nous, on a réinventé la création. On a réinventé les villes, on a réinventé la façon dont on vit, la hiérarchie. Hein. Chez les loups aussi, mais les boss chez les loups, c'est pas des dominants qui disent qui les autres sont des esclaves. C'est parce qu'ils sont capables de protéger, sont capables de diriger, c'est ça. Et les vieux chez les loups, ils sont pas abandonnés. Les vieux dans la tribu qui vit dans la jungle en sauvage, qui s'en occupe. Il n'y a personne qui est laissé au hasard. Les Amérindiens s'occupaient des vieux. Hein? On les a mis dans des réserves, mais ils s'occupaient des vieux. Les vieux n'étaient pas considérés comme du rebut. Au contraire, il y avait une sagesse, il y avait quelque chose qui faisait que ça restait dans la tribu. Nous, les vieux, qu'est-ce qu'on fait? Il y a de belles maisons de retraite. Il faut avoir de l'argent parce que ça coûte cher, une belle maison de retraite. Hein? Bon. Mais ils font bien. Bref, on passe. Alors, l'esprit sans âme, en effet, je trouve qu'on utilise notre capacité à penser, mais est-ce qu'il y a de l'âme là-dedans? Pas l'impression. On est capable d'inventer toutes sortes de trucs très intelligents, très bien construits. Est-ce que l'âme sert à quelque chose? Non, c'est ça. C'est plutôt une lumière froide. C'est pas de la chaleur humaine, c'est froid. Ah oui, on va par là, on est clair. Ah oui, on va par là. Mais il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a pas. C'est très bien construit, c'est intelligent, mais l'amour, non, c'est pas bon. Alors, que vaut l'intelligence qui ne sait plus aimer? En effet, si l'intelligence ne sert pas à aimer, elle ne sert à rien. Si mon intelligence, soi-disant, cette capacité à imaginer des choses ne va pas dans l'amour, ben je construis des tours comme il y a à Laval qui se construit, là, les cages à poules. C'est ça qu'on construit. Et les gens vont vivre là-dedans, endettés jusque-là, et puis c'est ça. C'est bien construit, hein. Je veux dire, c'est vraiment bien construit. C'est vraiment bien étudié. Il y a des ascenseurs là-dedans, c'est génial. Bon, bref, alors on continue. Alors la peur, oui. Alors la peur est le carburant le plus rentable de la soumission. Mais la peur est omniprésente chaque jour, tous les jours. Tous les jours. Il y a quelque chose qui nous fait peur, que ce soit les nouvelles. Alors je veux bien qu'on sache les nouvelles, mais bon, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ont entendu ce qu'il a dit, au bout du monde, il a dit ça. C'est un climat de peur. Alors, les nouvelles, peu importe chez TVA ou n'importe où, c'est pas la joie. Donc, veut pas, ça se répercute sur notre inconscient. Et les gens qui ont peur, on peut facilement faire ce qu'on veut. L'oubli du vivant, en effet. Le vivant n'a pas disparu, mais c'est notre regard qui l'a quitté. Le vivant est toujours là. Mais qui regarde le vivant? Qui regarde quand on va se balader? Est-ce qu'on pense qu'on est dans un environnement vivant? Ça m'arrive pour aller dans un bois et je touche un arbre. Alors, c'est peut-être bête, mais je parle avec lui. Et pas. Je parle avec lui. Alors, peut-être bien qu'il m'entend. Je les enlace. Hein? Je les enlace. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est pareil. Je parle avec lui et je dis qu'il est beau. C'est moi. Je dis, waouh, t'es beau. C'est bon. Peut-être bien qu'il ne m'entend pas. Ça n'a pas d'importance. Je prends conscience qu'il y a un être vivant devant moi que je ne comprends pas. Oui, je ne parle pas là, hein, ça c'est sûr. Mais au moins, je suis conscient. Mon inconscient a capté ça. Alors, petite intervention, car à ce moment-là, quelqu'un a demandé une pause pour une petite pause collation. Et donc, on en a profité pour se rapprocher de Giulio. C'est pour ça que la deuxième partie, vous allez voir, le son est un peu plus net. Il y a moins de bruit d'ambiance, il y a moins de résonance. On a eu une meilleure captation. Donc, j'ai fait ce que je pouvais pour la première partie. J'espère que vous en avez bien profité. Et puis là, on va continuer donc dans la deuxième partie de la présentation de son livre « La folie humaine ». Donc, c'est l'oubli du vivant, chapitre 4. Le vivant n'a pas disparu, c'est notre regard qui l'a quitté, comme je disais tout à l'heure. C'est l'intelligence qui est devenue une arme. En effet, on développe l'intelligence. Il y a des missiles qui sont capables de faire des trucs formidables. La moitié du tour de la Terre et de péter à un endroit très précis. On est brillant, on est vraiment fort. Les avancées technologiques nous retombent sur le coin de la figure. On a inventé un tas de choses. On ne parlera pas des armes parce que ça c'est correct, mais par exemple la chimie. La chimie c'est génial parce que on a découvert un tas de choses, on a fait des médicaments. Et puis quand on regarde ce que font les médicaments, ils font sans doute du bien, beaucoup de bien. Mais les effets secondaires sont quand même pas mal non plus. Hein. Je veux dire, quand on voit ce que peuvent faire les effets secondaires de médication, quand on voit ce que ça peut déclencher dans le corps d'un simple humain, je ne suis pas sûr que cette avancée technologique soit si parfaite que ça. Parce que les Indiens d'Amazonie, je suis encore avec ça,
Les Indiens d'Amazonie, ils ont des médications, ouais, mais pas de Pfizer, c'est dans la jungle, ils vont chercher ça, et puis ils mélangent les plantes, et puis ça marche. Ils avaient l'air en bonne santé hein, quand ils ont fait l'interview. Bonne santé, c'est sûr qu'il y a des malades, mais disons qu'ils sont moins malades que nous. J'ai l'impression. Bon. Les idoles modernes, ah oui, ça c'est le progrès, parfois une laisse avec un bel écran au bout. Technologie, confort, dépendance, futur unique, les nouvelles idoles ne demandent pas qu'on s'engenouille, elles demandent seulement qu'on ne relève pas la tête. Avons-nous inventé des outils ou des maîtres? On continue, chapitre 12, la spiritualité est devenue un produit. En effet, la spiritualité depuis longtemps, mais depuis plus des années 60, c'est devenu un produit. En effet, on la mêle à toutes les sauces. Le sacré s'est perdu, mais on a créé beaucoup de spiritualité. Les groupes de rock aussi d'ailleurs. AC/DC, Led Zeppelin, etc. Ils sont très spirituels. Van Halen aussi, hein, Dance with the Devil. Justement pour l'anglais, je suis pas terrible. Hein. C'est bon, ben, danser avec le diable. Oui, c'est excellent ça. Pourquoi pas hein. Donc on a une spiritualité qui est exposée et les gens admirent ça. On est admiratif. Quand on prend le signe Peace and Love, vous savez le signe Peace and Love, que tout le monde a dû porter, peut-être pas vous, mais dans les années 60, 70, ils avaient porté ça autour du cou. Ben, c'est un signe runique qui en fin de compte est l'inverse de ce que ça veut dire. Mais là où c'est brillant, c'est que vous portez quelque chose qui va créer un égrégore, mais qui va à l'inverse de ce que vous pensez. C'est génial, c'est brillant. Tout le monde le porte, mais ça veut dire le contraire de ce que ça veut dire. Donc, je dis ok. Tu es en train de dire que le symbole, oui. c'est pas le vrai symbole qu'on nous a appris. Ben, on nous a dit que c'était Peace and Love, mais le symbole en lui-même n'a rien à voir. Et donc à ce moment-là, c'est un symbole qui ne parle pas de paix et d'amour. Mais quand on ne le sait pas, c'est un peu comme si on vous donne un fusil chargé, et vous ne savez pas que c'est un fusil chargé, et qu'on dit ah, tire sur la gâchette, vous tirez sur la gâchette et quelqu'un devant vous. Oh ben merde, je savais pas moi. Ah non, c'est ça, tu savais pas. Mais oui, c'est ça. Mais là, on parle d'un signe qui rentre dans l'inconscient, et dans l'inconscient de millions de personnes. Les médias. Ah. Oh my God. Pardon? Je dis oh my God. Oui, alors le bruit peut devenir une forme de prison. En effet, le bruit qu'on entend partout, on est enfermé dedans. Et ça devient une dépendance. Est-ce que la drogue, c'est bon? Peut-être pas si sûr que ça. Quand on est pris là-dedans, c'est une prison. Ben, les médias, c'est pareil qu'une drogue. On est pris dedans. On a besoin d'entendre les médias. Et surtout d'entendre ce qu'ils disent. Ah oui, et t'as vu là? Oh, il n'y a pas quelque chose qui nous apaise. Dire, je suis content d'être humain. L'ingénierie des pulsions. Oh là là. On ne dirige pas seulement les opinions, on pilote les désirs. En effet, quand on veut promouvoir quelque chose, on nous crée le désir. Et on a l'impression que ça vient de nous. C'est nous qui avons ce désir-là. Ben non, on te l'a mis dans la tête. Hein. Mais ça fait tellement du bien ici. Hein. C'est vrai, hein, quand on... Moi, ça me fait du bien. Je regarde ça, oh, c'est beau la nature humaine. C'est vraiment... voilà, bon, bref. Alors, on continue. Le mensonge structuré en système. Eh oui. La prison la plus parfaite est celle qui n'a pas besoin de murs. Ça, c'est génial. Quand je pense... Vous êtes tous au courant que Laval va devenir une Smart City. Qu'est-ce que c'est une Smart City? Ben, c'est une prison sans mur. Alors, c'est quand on aura donc le petit passeport magnétique, là, parce que ça va avec, eh bien, tu peux pas aller à plus de 15 minutes de la ville de Laval. Sinon, tu vas avoir une amende. Une amende, on va être gentil, une petite amende. La deuxième fois, une amende un peu plus grosse. La troisième fois, là, tu vas avoir une grosse amende. Et la quatrième fois, on va te retirer des privilèges, comme la médecine. Tu n'as plus droit aux soins. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de partir et tu es hors la loi. Tu comprends que tu es hors la loi? Parce que bon, tu auras tout à portée de main. C'est génial quand même. Tu sais, tu as le magasin, tu peux aller à pied, tu n'as plus besoin de voiture. Mais je trouve ça... c'est brillant. Bien sûr, il faut que tu manges ce qu'ils te donnent, hein, parce que bon... Il n'y a personne qui se lève pour manifester contre cette Ben non, personne. Mais pourquoi? Mais est-ce que c'est sécuritaire? Et ça, c'est dans le programme de celui qui a mis ça en place. C'est le PDG des banques. Parce qu'il y a les banques, mais puis il y a une centrale qui regroupe les banques. Et c'est lui qui est en train de mettre ça au point, avec l'argent numérique. Mais c'est pour notre bien, parce que... Alors, on continue. Le nécrocène. Alors, vous connaissez que dans l'établissement de l'évolution de la vie, il y a le péritostène, enfin, il y a toutes sortes de scènes, et puis il y a le nécrocène. Le nécrocène, c'est nous créons de la valeur en donnant la mort. On tue,
les animaux, on tue la terre, on tue tout. La mort, c'est le fun, parce que ça nous emmerde plus. Non mais attendez quand même, faut aller dans le bois, il y aura plus d'animaux. Faut aller dans la brousse, il y aura plus de lions, il y aura plus... Moi j'en reviens dans la brousse qu'il n'y a pas de lions, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai peur de lions. Qu'il n'y en ait plus, pour moi, ça me rassure. En plus, je vais les voir en images, 3D, et je vais me balader avec des lions autour de moi. Mais en sécurité, c'est le fun quand même. La terre devient un supermarché, les animaux deviennent des objets, les sols deviennent des supports chimiques, le plastique devient linceul, le vivant paye la facture du progrès. Le corps asservi, le corps moderne ne crie plus, il tombe en panne. Oui, c'est ça. Fatigue chronique, sommeil détruit, dette biologique, corps en maintenance. Ce chapitre regarde ce que le système fait de la chair humaine. Vous avez entendu parler, Harari, l'eugénisme, c'est ça. Et donc c'est bien parce qu'il voit un futur beaucoup plus facile pour nous. Notre corps ne sert à rien. Il ne sert à rien, notre corps. Donc, on va faire des systèmes où on va te débarrasser de ton corps. Tu vas garder ton cerveau quand même. Ils vont le mettre dans ces fameux robots qui sont en train un peu d'évolution. Et donc, plus de maladies, plus d'arthrite, plus d'arthrose. Oui, un peu d'huile peut-être. Je ne sais pas s'ils mettront de l'huile pour les articulations, ça je ne sais pas. Mais c'est pas le fun, ça, hein? Alors, bien sûr, quand je dis votre cerveau, peut-être qu'il va être un peu modifié. C'est un cerveau, qui va être peut-être dans du formol, pour avoir l'impression qu'on a un cerveau, mais qui pense pas, quoi. Alors, je reviens à nouveau pour vous donner quelques petites informations. À la suite de ce que vous venez d'entendre, Giulio va parler des enfants, des jeunes et de la nouvelle génération. Et pour que ce soit clair pour vous, il va parler du problème des cellulaires, des tablettes et des écrans. Mais à l'audio, ça ne s'entend pas, puisque lorsqu'il présentait tout cela, il faisait des gestes. Il nous présentait son cellulaire, il nous présentait son ordinateur. Donc, je préfère intervenir et apporter cette petite précision, parce que quand vous écoutez le reportage, vous ne comprenez pas de quoi il parle au final. Donc, je vous laisse avec la suite du reportage de Giulio Fioravanti, où dans son livre, il parle de la nouvelle génération et des enfants. Les enfants sacrifiés. Une société se révèle à la manière dont elle traite son génie naissant. Le livre interroge ce que nous faisons aux enfants avant même qu'ils puissent se défendre. C'est une boutique de spiritualité, d'ésotérisme, et parfois je vois des gamins de 4-5 ans qui rentrent avec leur maman ou leur papa, qui se mettent dans le coin avec la petite... Ils sont assis là-bas pendant que la maman circule. J'ai un peu de mal à comprendre. Je suis content d'avoir des clients, mais je me dis, qu'est-ce qu'il fait le gamin là-bas avec... Il a 4 ans. Alors je dis rien, je peux rien dire, mais je comprends pas. Et ça, on va de plus en plus vers ça. Les enfants naissent avec ça. Je vois des jeunes qui passent. Ils marchent, mais ils marchent comme ça. Comme ça. Je me dis, mais si un poteau, ils vont le prendre, le poteau, là. Et donc ça, c'est les enfants, d'abord ceux qui naissent, et puis on fait grandir comme ça, et on leur apprend quoi? Je sais pas, mais pas la vie en tout cas. Et donc c'est une génération qui vous dit, la spiritualité, ça sert à quoi? Tu crois ça, là? Parce qu'en fin de compte, ils ont 17, 18, 19, 20, et ils croient en rien. Je dis pas qu'il faut croire en quelque chose, mais je me pose des questions quant à leur réflexion sur la vie, leur vie, et puis autre chose. Mais c'est de plus en plus, hein. Ce que je vous dis là, c'est pas du tout une banalité, puis il y en a quelques-uns, et puis les autres, c'est parfait. C'est général. La banalité du mal. Le mal porte souvent un costume administratif. Mais on cherche quoi, le chaos? Ça, je crois, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je crois qu'on cherche le chaos. Le chaos, il y a quelqu'un qui a dit, du chaos naîtra l'ordre. Mais quel ordre? Quel ordre? L'ordre que eux vont nous établir, ou un ordre de paix et d'amour? Je ne pense pas que ce soit de paix et d'amour. Donc le chaos est provoqué. Et ça devient normal. Cette petite gamine de 11 ans, qui a été violée et qui a été maltraitée, eh bien, il y a encore des politiciens qui disent, je ne vais pas dire qu'ils disent ça ouvertement, mais en fin de compte, bon, elle n'a pas à se trouver là. Hein. J'ai rien dire. Je peux rien dire. C'est tellement absurde pour moi que je peux rien dire. Mais pour eux, ils ont la réponse à tout. Bon. La guerre comme industrie, ben oui, la guerre n'est pas seulement une tragédie, c'est un modèle économique. Et ça, depuis un certain temps. Parce que pour les entreprises industrielles, le plus payant, c'est la guerre. C'est ça qui est le plus payant.
Donc, pourquoi s'en priver? De toute façon, eux, ils la font pas. donc ils la font pas. Donc, allez-y. C'est ça qui rapporte le plus d'argent, c'est le budget militaire, c'est les ventes militaires, les ventes d'armes. C'est ça qui rapporte le plus d'argent à certains, pas à moi en tout cas. Armes, contrats, propagande, drones, écocide, en effet militaire. Le livre regarde la guerre comme une machinerie qui transforme la mort en flux financier. Ça m'échappe, hein. Je n'arrive pas à comprendre cette logique. Parce que c'est une logique puisque ça marche. Alors, chapitre 29, l'effondrement du sens. Quand la survie remplace la vie, l'âme cherche une sortie. En effet, quand on est en survie, on a envie de sortir. Et ça, c'est inconscient. Et c'est ce qu'on appelle l'apoptose de l'âme. Alors, il y a en biologie l'apoptose cellulaire. Quand une cellule ne sert à rien ou devient déviante, elle s'auto-détruit naturellement. Et je pense que notre société est en apoptose. La société en apoptose. Parce que c'est tellement pourri que l'ensemble dit « Attends, ça va plus là ». Alors, on se met en apoptose. Il y a quelque chose qui se met en place et que je pense que l'humanité va dans un mur. Ça, c'est mon point de vue. Si on continue comme ça, on va dans un mur. Alors bon, tant que le mur n'est pas là, ça va, on roule. Peut-être bien qu'il n'est pas si loin que ça, le mur, et qu'on ne le voit pas. On est tous responsables de ça. On est tous responsables de ça. Responsable veut dire qu'on regarde ce qui se passe. Et être responsable, ça veut dire, est-ce que je m'engage éventuellement à essayer d'éviter un mur? Alors, la question qui sauve. Sommes-nous vraiment venus ici pour détruire? Après la traversée du chaos, le livre ouvre une mémoire, l'humain jardinier, poétique, réparateur, capable de bon et de beauté. Imaginez un petit peu si on avait ça. Jardinier, poétique, réparateur, capable de bon et de beauté. C'est juste un rêve ou ça peut être une réalité? Je crois que ça peut être une réalité. Et si la vraie révolution commençait par une autre manière d'habiter la Terre? De 37 à 46, mémoire retrouvée, le livre ne s'arrête pas au constat, il cherche la reconstruction. Cœur, esprit réconcilié, amour comme lucidité, renaissance du sacré, sobriété, transmission, humanité debout. La fin du livre ouvre une voie. Alors, c'est une voie qui m'appartient, chacun pourra avoir sa voie. Mais moi, je pense à celle-là, parce que bon, je pense par à travers moi. Que ferait un humain redevenu humain? Ça peut être intéressant, ça, non? Tout d'un coup, on devient humain. Ou on découvre qu'on est humain. Ça peut être intéressant, je trouve. Qu'est-ce que c'est un humain? S'il aime la terre, il aime. Il respecte tout. C'est pas lui en haut de l'échelle, il est dans tout. Et c'est ça. Donc je dirais qu'on n'est pas en haut de la pyramide, on est dans toute la pyramide. Et voilà, c'en est fini pour la première partie. Alors je dis première partie parce que là, il nous a présenté son premier livre. Du moins, le premier des deux livres, c'est une suite, hein, il le dit lui-même. Il faut commencer par La folie humaine, qui est donc un constat. Et puis ensuite, il apporte lui-même de son côté des solutions. C'est sa vision, mais une vision que je vous cache pas, beaucoup de monde partage, et moi d'ailleurs. Donc, pour la deuxième partie qui est Haute Magie, donc, je vous invite à écouter l'intégralité de cette conférence que vous retrouverez sur notre site web aimerwebradio.org. Vous allez dans Accueil, le menu Accueil, et puis vous avez Rediffusion. Et dans cette rediffusion, vous aurez la totalité de l'entrevue. Vous pouvez aussi lire l'article sur Giulio, et il y aura un lien sur la totalité de l'entrevue, et il y aura un lien aussi pour aller sur notre page YouTube, pour la suivre aussi sur YouTube. Voilà. Je vous remercie. C'était Mélanie et Hervé, Aimer Web Radio, pour Entrevue Lumière, Reportage Lumière. Il va y en avoir d'autres. Restez à l'écoute. Plein de bonnes choses se préparent. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Aimer Web Radio pour toujours plus d'amour.